Le 11 septembre 1973, une date qui a complètement changé le destin du Chili. Ce jour-là, un coup d'État militaire a mis fin à l'une des démocraties les plus anciennes et les plus stables d'Amérique latine. Alors la question qu'on se pose, c'est comment une nation a-t-elle pu basculer de manière aussi brutale? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Oui, parce qu'il faut bien se rendre compte que le Chili, ce n'était pas n'importe quel pays. Depuis sa constitution libérale de 1925 et surtout à partir des années 30, le pays avait une longue tradition d'élections libres, un système politique qui tenait la route. Bref, c'était une vraie exception sur le continent à l'époque. Et puis, il y a cette date, le 11 septembre 1973. Et là, tout bascule. En l'espace de quelques heures, des décennies de traditions démocratiques sont tout simplement balayées. Et ça nous amène aux deux questions fondamentales qui vont nous guider. D'abord, comment un effondrement aussi rapide a-t-il été possible? Et ensuite, par quel mécanisme la dictature qui a suivi a-t-elle réussi à s'installer aussi durablement? Alors, pour y répondre, voilà notre parcours. On va d'abord se pencher sur le coup d'État lui-même, puis on analysera le projet d'Allende et le contexte de la guerre froide. Ensuite, on verra comment la junte a pris le pouvoir, comment elle a transformé l'économie, et pour finir, on s'intéressera à l'héritage très complexe de toute cette période. Allez, on commence tout de suite. Plongeons au cœur de cette journée fatidique du 11 septembre 1973. Comme on le voit ici, la démocratie chilienne avait des racines profondes. Des institutions solides depuis 1925, des élections régulières, le droit de vote pour les femmes en 1949, l'élection de Salvador Allende en 1970, ce n'était donc pas une anomalie. Au contraire, c'était le fruit de cette longue histoire démocratique. Le drame va se cristalliser au palais présidentiel, la Moneda. Et l'ironie est absolument tragique. Le jour même où Allende s'apprêtait à annoncer un référendum pour trouver une sortie de crise, l'aviation bombarde le siège du pouvoir. Les chars encerclent le bâtiment. C'est la démocratie elle-même qui est assiégée. Comprenant que la défaite est inéluctable et refusant de se rendre, Salvador Allende met fin à ses jours dans les ruines du palais. C'est la fin tragique d'un président démocratiquement élu et le début d'une très longue nuit pour le Chili. Mais alors, comment a-t-on pu en arriver à une telle violence? Pour le comprendre, il faut absolument analyser le projet politique d'Allende. Un projet qui, on va le voir, a profondément divisé la nation. Ce graphique est très parlant. Il montre que Salvador Allende a été élu avec ce qu'on appelle une majorité relative, 36,3%. Ça veut dire que, dès le départ, près des 2/3 du pays n'avaient pas voté pour son projet de voie chilienne vers le socialisme. La société était déjà extrêmement fracturée. Et son programme, il faut le dire, était radical. Nationalisation du cuivre, qui était la principale richesse du pays, accélération de la réforme agraire, forte hausse des salaires. Forcément, ces politiques ont suscité un espoir immense chez les plus modestes, mais en même temps une peur panique au sein des élites économiques et d'une bonne partie de la classe moyenne qui voyaient leurs privilèges et leur mode de vie menacés. Évidemment, impossible de comprendre la situation chilienne sans prendre en compte le contexte international de l'époque. Et là, on entre de plein pied dans l'ombre de la guerre froide. Pour les États-Unis, c'était très simple. L'Amérique latine, c'était leur arrière-cour. L'idée qu'un gouvernement socialiste, en plus allié aux communistes, puisse s'y installer était tout simplement inacceptable. L'hantise, le cauchemar absolu, c'était d'avoir un deuxième Cuba sur le continent. Et cette peur, elle s'est traduite par des actions très concrètes. Ce tableau résume parfaitement la stratégie de déstabilisation. Le gouvernement américain qui gèle les investissements, la CIA qui finance les médias d'opposition et les grandes grèves, et même des multinationales américaines comme ITT qui collaborent. L'objectif était limpide, asphyxier l'économie chilienne pour faire tomber le gouvernement d'Allende. Le coup d'État a eu lieu. Un nouveau régime s'est installé. Voyons maintenant comment cette junte militaire, avec à sa tête le général Augusto Pinochet, va consolider son pouvoir d'une main de fer. Juste pour qu'on soit bien clair sur les termes, qu'est-ce qu'une junte militaire? C'est tout simplement un gouvernement d'officiers qui prend le pouvoir par la force. Et la première chose qu'ils font, c'est de suspendre ou d'interdire toutes les institutions démocratiques, le Parlement, les partis politiques, les syndicats, tout. Et le coût humain de cette prise de pouvoir, il est effroyable. Le bilan officiel aujourd'hui fait état de plus de 3200 personnes tuées ou portées disparues. Derrière ce chiffre, il y a des milliers de vies brisées et de familles endeuillées à jamais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la répression ne s'est pas arrêtée aux frontières du Chili. Non, elle est devenue internationale avec ce qu'on a appelé l'Opération Condor. C'était une sorte d'alliance de la terreur entre 6 dictatures de la région, soutenues par la CIA, pour traquer, kidnapper et assassiner les opposants politiques où qu'ils se trouvent sur le continent. Pour garder le contrôle total, la junte a utilisé tout un arsenal répressif. Suspension de toutes les libertés, bien sûr, interdiction des partis, censure totale de la presse, ouverture de camps de prisonniers, usage systématique de la torture et surtout la création d'une police politique redoutable, la DINA.
Mais il n'y a pas eu que la répression politique. La dictature a aussi mené une véritable révolution économique, une expérience radicale qui a transformé le pays pour des décennies. Là, le virage est à 180 degrés. On passe d'un modèle socialiste, basé sur l'intervention de l'État, à un modèle néolibéral ultra-radical. Il a été mis en place par des économistes chiliens formés à l'université de Chicago, les fameux Chicago Boys. Le mot d'ordre, c'était déréglementation, privatisation massive et ouverture totale au commerce mondial. Le Chili est devenu une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Finalement, après 17 longues années de dictature, le régime a fini par s'effondrer. Mais comme on va le voir dans cette dernière partie, son héritage, lui, est encore loin, très loin d'être résolu. Le moment clé, le vrai tournant, c'est ce plébiscite de 1988. La question posée était simple. Pinochet doit-il rester au pouvoir ? Contre toute attente et malgré un climat de peur, c'est le non qui l'emporte, avec presque 56% des voix. C'est le début de la fin pour la dictature. Un moment historique où le peuple chilien a courageusement choisi de reprendre son destin en main. Et on va terminer sur cette question qui reste entière aujourd'hui. Ma démocratie est revenue, oui, mais les cicatrices sont profondes. La polémique récente, où le mot dictature a été temporairement remplacé par régime militaire dans certains manuels scolaires, le montre bien. Le passé divise toujours. Alors comment construire un avenir commun quand la lecture même de son histoire reste un champ de bataille ? La question reste ouverte.